Bonjour à tous, Interaction, troisième épisode. Interaction, vous le savez, c'est l'émission pendant laquelle vous pouvez poser toutes vos questions pour mieux comprendre des stratégies d'investissement, en l'occurrence celle de ce fonds dans lequel vous pouvez aussi souscrire. Il y a un code ISIN qui s'appelle parce que Interaction, c'est la meilleure façon de passer à l'action, c'est notre conviction. On est en compagnie d'Hubert Tassin. Bonjour Hubert. Bonjour. L'analyste d'Interaction et également Thomas Louis. Bonjour Thomas. Bonjour messieurs. Le gérant d'Interaction qui a la responsabilité, le final cut, la décision finale lui revient. On commence tout de suite par la première séquence, la séquence tendance. Hubert, la parole est à vous. Qu'est-ce qui s'est passé d'important cette semaine en bourse ? Il s'est quand même passé des élections aux États-Unis, l'élection de la 6e année, qui est toujours une élection difficile pour le président, mais particulièrement difficile pour Obama, très contestée, y compris dans le clan démocrate, qui a contre lui le Sénat. Et il a perdu. Et voilà, il a perdu. Il n'y a pas un blocage complet, puisqu'il n'y a pas 60% de majorité républicaine en face de lui, donc il y a négociation. C'est moins grave que ça n'était il y a un an. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a un an, on avait peur que le plafond du budget craque, si j'ose dire. Avec la croissance économique, le déficit est revenu au fameux 3% du PIB. Et puis, on n'a que des bonnes nouvelles. Les indicateurs des intentions d'achat sont au plus haut. On a une économie qui marche bien, avec quelque chose, mais qui est entre les deux, c'est un commerce extérieur moins bon, parce qu'évidemment, la Chine va moins bien, et l'Europe va pas bien du tout. Thomas, Wall Street au plus haut, ça en tant que gérant, ça vous inquiète, ça vous rassure ? Inquiet ou rassuré, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont plus hauts, notamment le Dow Jones industriel. On en a déjà parlé de la problématique des matières premières et notamment du coût d'achat des matières premières qui a diminué dans des proportions conséquentes. Ça reconstitue les marges et donc on a des bonnes surprises et des résultats conformes aux attentes, voire supérieurs. Hubert, oui. Pour les matières premières, premièrement, le coût a baissé et deuxièmement, le coût, il est à l'intérieur de l'économie américaine grâce à la production locale, notamment avec les gaz et pétroles de schiste ou de Chad. Alors, autre actualité, la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui a fait tanguer les marchés cette semaine. Elle a fait tanguer les marchés parce qu'avant la réunion ou avant la conférence de presse de M. Draghi, on avait l'impression qu'il y avait de fortes dissensions au sein du comité de politique monétaire. Alors M. Draghi a commencé avec humour en disant « le dîner s'est mieux passé que je pensais ». Donc voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais c'est une blague ou il y a vraiment des dissensions en dessous ? C'est pas une blague, il faut passer de 2 000 milliards à 3 000 milliards de bilan dans la Banque centrale. Et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle du non conventionnel, sachant que ce qui est déjà annoncé, le refinancement dit long terme, et puis les rachats de portefeuilles titrisés, ça marche moyen. Et donc ça frotte, hein. Tout le monde n'est pas à 100% pour. Oui, alors ils ne sont pas 100% pour parce qu'ils n'étaient pas habitués. L'union bancaire est faite depuis une semaine, il ne faut pas l'oublier. Donc ça change quoi ça ? C'est la Banque Centrale Européenne qui est désormais la patronne des banques, pour être tout à fait concret. Et en étant patronne des banques, elle va réguler le système. Chacun y a perdu un petit peu de puissance politique, du moins le croyait-on. Et puis, elle commence à s'afficher comme le faisait la Fed. Je rappelle qu'à l'intérieur de la Fed, il y a souvent des dissensions aussi. Eh bien, elle communiquera de la même façon, ce qui est plutôt rassurant, parce que so far, so good aux États-Unis. J'espère que chez nous, ça se passera à peu près aussi bien. Et oui, la transparence, on n'est pas les derniers de ses apôtres. Ça doit s'appliquer de plus en plus et à de plus en plus de personnes. Un autre thème de l'actualité, Thomas, qui vous a marqué ? Le Japon. On revient sur ce sujet important. Cette annonce, le fonds souverain qui peut monter jusqu'à 25 ou 50% d'actions, c'est considérable. Et c'est la deuxième partie de l'effet AB, qui s'est d'ailleurs ressenti sur le Nikkei. Quand on voit le graphique du Nikkei qu'on va voir apparaître à l'écran, me semble-t-il, dans un instant. Oui, Nikkei, voilà, qui a eu du mal à sortir. On parlait de catalyseur, là c'est un vrai catalyseur ? Alors, c'est un catalyseur, c'est une confirmation de ce qu'on attendait. C'est l'indice que vous voyez, c'est celui depuis janvier 2012. Le marché décolle. Ça a aidé un peu nos marchés européens aussi, on le verra, on en parlera un petit peu. Pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais je pense de façon assez raisonnable finalement, ce qui n'est pas plus mal. En revanche, là-bas, il y a un rattrapage considérable à faire sur le marché japonais et il semble être en cours. Les mesures d'AB vont probablement payer. Parfait, voilà ce qu'on pouvait dire des grands thèmes de l'actualité. On passe au tableau de bord.
Alors, vous en avez l'habitude maintenant, ou vous commencez à l'avoir. On essaye de vous donner des informations peut-être un petit peu différentes, en tout cas pour mieux comprendre la façon dont peuvent travailler certains gérants et voir sur quoi ils s'appuient comme information. Qu'est-ce que vous nous apportez cette semaine, Thomas? L'aversion au risque. Alors, je vous amène un petit indicateur qui est passé du vert au rouge. Alors, on va le regarder aussi. Ça s'appelle l'aversion au risque. C'est quoi l'aversion au risque? L'aversion au risque, grosso modo, on essaie de mesurer si les réactions du marché sont exagérées ou pas. Si on est dans de l'euphorie ou du pessimisme exagéré, il y a toujours un mouvement. Celui-là, on peut le mesurer. Et comment on le mesure? On mesure en fait l'accélération du marché. Est-ce que c'est raisonnable par rapport à tous les indicateurs macro ou micro qu'on a? Là, c'était un petit peu exagéré. On est passé, comme on peut le voir dans ce graphique, sur la période récente, c'est-à-dire tout au bout à droite. On est passé d'une euphorie d'achat à une euphorie de pessimisme, et on est en train de revenir dans une euphorie, dans une euphorie. On était dans le pessimisme, on rebascule un petit peu dans l'euphorie suite à cette réaction justement du marché du Nikkei, par exemple, qui a fortement influencé cet indicateur. Hubert, c'est important l'aversion au risque? C'est très important. Ce qu'on voit, c'est toujours du paradoxal. Aujourd'hui, donc, les bonnes nouvelles font vraiment monter, les mauvaises nouvelles font moins monter. Donc, c'est qu'effectivement, on est en train dans un changement de sentiment. Donc, il y a un changement de feu, comme dirait Thomas. Bon, parallèlement, l'aversion au risque, il y a aussi toujours une fuite vers la qualité, comme on dit. C'est avec des emprunts d'État qui sont à des taux absolument ridicules, quoi. 2,40 sur le 10 ans américain, 0,80 sur le 10 ans allemand. Donc, on a effectivement l'aversion au risque a disparu, mais pas le flight to quality, comme on l'appelle. Donc voilà, et donc du coup ça nous amène à ce tableau de bord avec ces feux. C'est pas le permis de conduire, hein, mais on regarde aussi. Mais pas loin, oui. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? 3 changements cette semaine. C'est beaucoup. Ce qui est assez important et ce qui est un signe aussi de la volatilité qu'on traverse, c'est qu'il nous fait rester dans un mode toujours où on peut prendre du risque, mais sous contrainte, notamment d'être investi plutôt en valeur relativement défensive, comme on le verra un petit peu plus loin. L'indicateur de l'aversion au risque, c'est l'indicateur qui passe au feu rouge. Donc ça fait 2 feux rouges. Hein. Il y a dynamique des corrélations. Dont on a parlé la semaine dernière, qui était déjà un premier indicateur de volatilité forte et d'appréhension des marchés financiers. Juste pour rappeler, ça veut dire que les gens ne trient pas entre les bonnes et les mauvais élèves. Tout va dans le même sens. Tout va dans le même sens, qui a pénalisé les small caps, on s'en souvient, et qui nous reste... Les gens ne trient pas, et en plus ils sont un peu euphoriques, donc ça veut dire prudence. Les réactions se font dans les deux sens à l'excès, et de la même façon, donc prudence. Il y a moins de sélectivité dans le marché. En revanche, il y a 2 indicateurs qui sont passés au vert, qui sont revenus au vert. La dynamique du momentum des marchés, c'est l'indicateur numéro 7, qui lui était orange et repassé au vert. Alors ça, c'est un indicateur un petit peu plus long. Donc là, le marché semble avoir consolidé dans des conditions finalement peut-être extrêmes. On est allé à la borne basse de ce qu'on pensait être raisonnable, mais on a rebondi dessus et pour l'instant, on revient tranquillement dans une belle dynamique. Et l'indicateur du sentiment économique, celui-là est à mon avis plus important. C'est probablement le résultat de ce qui s'est passé aux États-Unis, où on voit que ça paye, où on voit que l'annonce de Mme Yellen de l'arrêt des achats n'a pas fait bouger les marchés. Le marché, c'est business as usual aux États-Unis qui est en train de revenir. Bon, on rentrera en détail dans ces autres indicateurs lors de prochaines émissions. Au final, ça s'annule, c'est feu rouge, 2 qui reviennent au vert. On reste en quelle météo? Au final, on reste dans notre mode 3. On prend toujours du risque, mais on voit que c'est toujours couvert. On n'a pas des signaux très clairs qui mériteraient qu'on se mette à réinvestir avec diversification. Mais j'ajouterais, ça va quand même un peu mieux. C'est-à-dire que l'indicateur, notamment l'indicateur macro... feu rouge, ça va un peu mieux. Oui, mais parce que l'indicateur macro est quand même le plus important, quoi. Le plus important est un des plus importants sur le moyen terme. Donc, il faut être aux aguets pour savoir à quel moment on peut repasser en 2 et à ce moment-là avoir et on va y revenir, une répartition du portefeuille un peu différente. Et bien alors, on y va tout de suite sur le portefeuille. C'est la 3e séquence, la performance d'Interaction. Alors, peut-être qu'on rappelle l'objectif du fonds Hubert, sa philosophie globale. Alors, c'est de capter les valorisations en essayant d'éliminer à la fois le risque lié à la concentration des investissements et donc de faire plutôt mieux que les marchés quand ça va bien et d'amortir les baisses ou même de continuer à monter quand ça va mal. Donc, c'est ça le métier de gérant, essayer de battre finalement ce qui sert de référence, en l'occurrence l'indice CAC pour Interaction. Alors, si
on regarde finalement cette répartition sectorielle d'interaction avec 3 colonnes sur ce graphique, poids, potentiel, performance. Le poids, c'est le poids actuel. Le poids, c'est le poids actuel, effectivement, en valeur défensive, par exemple. C'est la deuxième ligne sur la colonne de gauche, 33,68% de valeur défensive. Le fonds est investi à 91,63%. C'est le total. C'est le total qu'on voit là-haut. Ça veut dire qu'on a un peu plus de 8% de cash. Exactement, qu'on attend de réinvestir, on verra, en fonction de nos indicateurs. 14% de valeur technologique, 12% de valeur financière, 5% de valeur cyclique, 3% de consommation et cyclique, et puis 22% de semi-cyclique. Deuxième colonne, potentiel. Comment est-ce qu'on calcule le potentiel de ce portefeuille? On mesure tous les jours, en fonction de nos analyses et des révisions qu'on peut avoir sur le potentiel des titres, et bien on va mesurer le potentiel de notre fonds. Donc le poids multiplié par le cours cible nous donne le potentiel sur le secteur, le titre, le portefeuille. Si chacune des valeurs en portefeuille atteignait son objectif, c'est ce qu'on gagnerait. Et comment est-ce qu'on calcule un cours cible sur une valeur, par exemple Sanofi, comment est-ce que vous dites, voilà, on vise 85 euros ou 90 Alors vous avez plusieurs méthodes d'évaluation, suivant qu'on fait une évaluation par les cash flows, une évaluation par la valeur nette. Mais celle d'interaction, en l'occurrence, elle croise tout ça? Alors on essaie de croiser tout ça, de pondérer cela. On regarde aussi les cours cibles d'entreprises qui font que ça, qui ne sont que des bureaux de recherche qui nous intéressent beaucoup parce qu'ils sont détachés de toute préoccupation de business, de banque d'affaires notamment. Donc nous, on regarde, on fait une moyenne de cela et on tombe sur ce cours cible. Et alors on arrive à la performance, c'est-à-dire le réaliser quelque part. Exactement. Qu'est-ce qu'a fait Interaction cette semaine? Alors on s'est arrêté à vendredi 11h, voilà. Quelques heures avant l'émission qui est en direct, dans laquelle je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions, ça sert à ça. On est à moins 0,11 cette semaine. Alors, cette performance de moins 0,11, c'est la performance d'aujourd'hui. C'est la performance de la semaine, pardonnez-moi. Oui, sur la semaine. On a perdu 0,11 cette semaine. On a perdu, et cette perte, elle vient essentiellement des valeurs défensives d'une part, et surtout des valeurs financières qui nous ont largement pénalisés. Et alors, on va voir comparer à l'indice CAC. Encore une fois, c'est un métier où on aime bien se comparer. Donc l'indice CAC, cette comparaison... L'indice CAC, dans le même temps, c'est ce que vous voyez en bleu. En bleu, voilà. A perdu dans la dernière colonne à droite, a perdu 0,18. Donc on a fait un petit peu mieux que lui, on a moins perdu que lui. Et je rappelle ici que nous absorbons tous les frais de négociation et les frais de valorisation du fonds. Donc on arrive à faire un petit peu mieux que l'indice. Notamment, on perd moins que l'indice sur les valeurs défensives. C'est pour ça que vous voyez moins 0,24 pour les défensives du CAC, moins 0,19 pour les défensives d'interaction. Et on fait moins bien que l'indice sur les valeurs de consommation cyclique. Hubert, un commentaire? Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est effectivement en mode 3, si j'ose dire. C'est qu'il y a beaucoup sur les défensives. Alors, les défensives, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'il y a un peu de tout dans les défensives, et ce qui est choisi, notamment les valeurs dites d'abonnement, dont parle souvent Thomas, c'est celles qui sont liées au taux d'intérêt bas, et les taux d'intérêt bas, ils sont bas pour un petit moment. Les valeurs d'abonnement, celles pour lesquelles on paye des abonnements comme un opérateur télécom. Voilà, ce qu'on voit, c'est que... Sauf que les opérateurs télécoms sont dans les TMT, dans le dossier qui nous occupe. Ici, on a plutôt quelques utilities, des valeurs... Sanofi est une valeur défensive. On reviendra sur les valeurs d'ailleurs parce que on voit qu'on est en mode 3 parce que on a dans la consommation cyclique et même dans les cycliques, on est sensiblement sous-investi, ce qui prouve qu'effectivement la gestion du risque est un paramètre qui est important. Ça se voit à la fois dans la comparaison avec le CAC 40, la colonne de gauche toute, et évidemment forcément dans la performance qui se compare avec le CAC 40 dans la colonne de droite toute. Ok, alors un mot sur encore une question avant de passer à la gestion proprement dite. Sur cette colonne centrale, on voit le potentiel. On était la semaine dernière à 16,5% de potentiel, on n'est plus qu'à 14%. Comment est-ce que ça évolue et pourquoi ça évolue? Alors, ça évolue parce que le marché évolue et qu'à mesure que le marché évolue, le potentiel peut se réduire. Si le marché monte, le potentiel se réduit. Puis, à mesure, toute la semaine, on est en plus dans une période où les résultats tombent. Où il y a... réajuster finalement on réajuste systématiquement nos objectifs de cours. Et c'est en dynamique qu'on peut observer cet indicateur. Aujourd'hui, encore une fois, mode 3, on a le potentiel du fonds Interaction est assez voisin du potentiel du CAC 40, alors que dans des périodes plus dynamiques où les risques peuvent payer, on peut se permettre d'avoir un potentiel de viser sensiblement plus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans le mode 3. Voilà. D'accord. Et c'est un potentiel à horizon 1 an, c'est ça? Oui, c'est à horizon 1 an et évidemment, ce n'est pas une promesse de résultat, c'est juste un indicateur pour... Oui, toujours prendre des pincettes. La bourse n'est pas une science exacte, pas encore en tout cas.
même si on essaye de démystifier ces mécanismes. Alors on passe tout de suite à la dernière partie, la plus importante, celle de la gestion à proprement parler. Donc on va regarder tout de suite finalement dans le détail comment se décompose cette performance ou cette contre-performance, puisqu'on est en territoire négatif, moins 0,11%, même si on fait moins mal, c'est comme ça qu'on se console, que l'indice CAC. Alors, deux secteurs en particulier sont touchés, les financières et les pétrolières dans ce tableau. Donc les banques ont publié... Les dernières banques françaises ont publié leurs résultats, le Crédit Agricole, la Société Générale, la BNP Paribas l'avait fait, Natixis l'avait fait. On a l'impression qu'on avait beaucoup anticipé sur les fameux tests des banques et que le marché, comme souvent, a vendu la nouvelle après avoir un peu acheté la rumeur. Oui, et probablement de façon exagérée, ce qui nous amène à me poser la question de renforcer probablement les financières. On en avait parlé d'ailleurs avec Allianz la dernière fois dans un autre secteur qui est celui de l'assurance, dont on reparlera. Crédit Agricole et Santander sont nos deux plus grosses baisses de la semaine, respectivement moins 9,5% et moins 4,5%. Ouais, Crédit Agricole, c'est une grosse claque. Ah oui, ça fait mal. Bon, alors elle a beaucoup monté, elle a fortement corrigé. Ça nous amènera probablement à en racheter un petit peu, puisqu'on continue de penser, nous, que l'histoire est solide et qu'on continuera d'avoir des bons résultats. C'est assez cohérent parce que ce qui a un peu inquiété dans les banques françaises, c'est le retard qu'ils prennent dans la banque de détail par rapport évidemment à une banque allemande ou même à des banques espagnoles. Et donc le Crédit Agricole, c'est celle qui est la mieux placée dans les banques de détail, la plus puissante, comme on sait. Et bon, par ailleurs, la limitation des bénéfices sur la banque d'investissement, comme on dit, c'est-à-dire sur les marchés, est logique puisque c'est ce que le régulateur européen a demandé aux banques en général. Avec aussi une baisse de valeur pétrolière, mais qui somme toute est assez logique puisque vous misez sur une poursuite de la baisse finalement des cours du pétrole. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi conserver finalement des valeurs pétrolières? Alors parce qu'on est en période 3, comme je l'ai déjà indiqué, et qu'on est en mode un peu défensif. On a besoin de revenus via les dividendes. Quand il y a 5% de dividendes sur des valeurs pétrolières, on les prend. On est content de les prendre dans un environnement où l'argent sans risque, on le répétait tout à l'heure, est à 1,10, même si on ne peut pas comparer un dividende et un coupon. Malgré tout, 5 années de coupons obligataires d'un coup, je suis preneur. Et je pense que les paris qui ont été pris par feu Christophe de Margerie devront payer aussi sur Total, qui s'est mis tard à réinvestir, mais qui devrait avoir tiré les bénéfices de ses réinvestissements probablement dans l'année qui vient. Alors, Hubert, vos grandes thématiques, vos grandes suggestions de... Alors bon, il y a un titre dont il faut qu'on parle, c'est Lafarge qui a publié ses résultats trimestriels et à l'occasion de ses résultats trimestriels a fait un peu le point sur sa fusion avec le Suisse Holcim. Donc il y en a beaucoup. Les résultats sont un peu moins bon, légère baisse des marges, légère révision, mais en revanche, très bonne nouvelle sur les cessions qu'il va y avoir à l'occasion de la fusion avec Holcim. Ça, c'est lié aussi à la baisse des taux, mais c'est lié à la qualité des actifs. Il y a un effet Irak qui ne sera pas éternel. Une fois qu'il est pris, je dirais, une fois qu'il est pris, il est pris. On est sur Lafarge, qui est un gros bénéficiaire de la baisse des coûts de l'énergie. Donc vous voulez quoi, vous renforcer? En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous, puisqu'on a dans le fond. Je pense que Lafarge se négocie en dessous de ses price earnings historiques, alors qu'il y a un flux de bonnes nouvelles qui arrive. Oui, le prix de l'énergie d'une part, et les effets relutifs de la fusion avec Holcim qu'on verra au premier semestre dans les chiffres. En tous les cas, c'est le pari qu'on fait cette semaine. Lafarge baisse de 0,61% contre un marché qui a baissé de 0,18%. Autrement dit, ni contribution positive ni négative. C'est plutôt neutre. On garde Lafarge. On a une pondération que je trouve suffisante en Lafarge. Un peu plus de 3%, donc on ne bouge pas. Voilà, on est plutôt bien. On ne bouge pas sur le titre. Hubert, what else? Alors, on peut regarder les valeurs moyennes, on a eu l'occasion d'en parler. Alors, il y a quelque chose qui a sérieusement secoué, c'est Technicolor cette semaine. Alors, c'est un peu curieux parce qu'on a l'impression que ça va plutôt bien, qu'il y a un fonds qui est le premier actionnaire qui veut valoriser éventuellement en découpant la société, et ça fait écrouler le titre. Alors, est-ce qu'il y a un loup? Est-ce qu'il y a un loup? Il faut faire attention aux gens avec qui on s'associe, puisque le fonds en question semble vouloir dépecer l'entreprise. Et évidemment, quand on s'appelle Technicolor, quand on est le dirigeant de l'entreprise, on n'a pas envie de voir son entreprise partir. Sachant que c'est une recovery, comme on dit, un retournement magnifique. C'est une belle recovery. Ça fait quand même 3-4 ans que ça perd de l'argent, que ça consomme du cash flow, en veux-tu, en voilà. Et enfin, les perspectives
s'améliore largement. Les free cash flow vont être de retour. Le cash, grosso modo, net qui rentre dans l'entreprise va être de retour au premier semestre probablement. Qu'est-ce que cherche ce fonds? C'est Vector Capital, en effet. Et la direction de Technicolor a décidé de poursuivre en justice cet actionnaire. C'est assez rare. Exactement, parce que pour visiblement un désaccord, y compris sur un pacte qui a été signé avec eux, donc si les actionnaires ne sont pas d'accord au travers d'un pacte, ils ont pourtant signé, il y a un vrai problème et une inquiétude des marchés et une vente certaine sur le marché, comme on a pu le constater là. Mais ça fait un moment qu'ils vendent Vector. C'est ça qu'ils oublient de nous dire aussi. Donc c'est moitié de leur participation. Exactement. C'était pas très transparent, en effet, pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait alors? Technicolor, vous aimez bien, en fait, Hubert? Moi, j'aime bien. Vous en voulez en portefeuille? C'est une technologie pas chère. Ensuite, il reste quelque chose auquel Thomas est très attaché, qui est le facteur déclenchant. Mais quand même, là, aujourd'hui, on achète un peu à la casse. Alors, Thomas? On achète à la casse, mais on est encore sur une small cap. Et dans l'environnement que nous connaissons aujourd'hui, nous considérons, nous, qu'il ne faut pas aller pour l'instant sur ces titres dans le mode qu'on est en train de traverser. Je rappelle ce mode 3. Donc, où les paris sur les titres très porteurs d'espoir ne payent pas forcément. Donc, pour l'instant, on n'y va pas. Mais on la met sous surveillance quand même. Alors, vous êtes d'accord? Haute valeur moyenne. Non, attendez, on a une question internaute, priorité aux internautes. Oui. Merci Jean-Louis pour cette question. Acheter Lafarge ou Holcim? Est-ce que la question, en effet, parce qu'on a compris que vous aimiez tous les deux à Lafarge. Moi, j'achète Lafarge, y compris pour sa recovery financière, parce qu'on va constater qu'on a sanctionné cette valeur dans des proportions qui étaient déraisonnables. Je rappelle que la crise qu'elle a connue en 2009 était une crise stratosphérique. D'accord, donc on ne prend pas un peu des deux, on met 100% sur Lafarge. Oui, 100% de Lafarge, de mon point de vue. Bon, voilà. Voilà Jean-Louis, votre réponse. Alors, puisqu'on parle de valeur moyenne, on a eu la chance de recevoir Patrick Bertrand, le directeur général de Cegid, en début de semaine. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'un investisseur choisirait acheter des actions sur Cegid, enfin acheter des actions Cegid, mettre son argent chez lui. Voici sa réponse. C'est toujours difficile d'abord de commenter un cours de bourse et deuxièmement de comprendre finalement comment les investisseurs fonctionnent. Soit qui sont actionnaires actuellement ou qui voudraient acheter du Cegid. Alors ce qu'on dit aux investisseurs, le premier élément, c'est qu'on a affiché une forte progression des résultats l'année dernière. Cette année, nous l'avons indiqué comme driver et je pense que ça sera le cas dans les années suivantes. Le deuxième élément, c'est qu'on a un niveau de chiffre d'affaires récurrent extrêmement élevé, plus de 60% du chiffre d'affaires récurrent, avec 110 000 clients, 400 000 utilisateurs. Troisième élément, nous avons démontré avec notre politique d'innovation qu'on savait prendre les bons virages. Le SaaS et le cloud. Et puis, je dis, en plus, il peut y avoir une sorte de billet de loterie ou de kicker supplémentaire qui serait lié évidemment à des événements, des prises d'initiative qui intéresseraient le marché. Mais au-delà de tout ça, ce que je constate, c'est que mid-cap, on est toujours sous-coté, on est incompris, il n'y a pas simplement Cegid en particulier, donc c'est difficile d'intéresser les investisseurs. Et puis le deuxième élément, quand je regarde ce qu'on appelle les comparables de transactions, notamment deux entreprises très proches de Cegid en termes de métiers qui sont des entreprises basées en Europe du Nord, eh bien on voit bien que le cours de Cegid aujourd'hui est totalement décalé de la valeur par action qui ressortirait de l'application des multiples qui ont été appliqués pour ces transactions-là. Donc tous les espoirs sont permis. Et puis au bout du bout, c'est la sécurité. Sécurité parce qu'on a une très bonne structure financière, le chiffre d'affaires récurrent, je l'évoquais. Le fait aussi qu'on verse, depuis qu'on est coté en bourse, 83 la création, 86 cotations en bourse. Depuis qu'on est coté en bourse, on verse un dividende. Donc ce sont des éléments qui sont des éléments plutôt sécurisants par rapport à certains emprunts d'État dont on connaît bien le risque de défaillance. Voilà, Patrick Bertrand, le directeur général de Cegid, qui milite pour son action. Messieurs, vos réactions sur ces arguments? Alors Cegid est une très belle boîte. C'est une boîte qui a changé de modèle économique, on pourra en reparler. Mais je ne vois pas, alors là pour le coup, ce qui peut faire le market mover, ce qui peut déclencher une hausse. J'ai l'impression que beaucoup de ce qui est bon est là et dans ce que nous annonce son directeur général, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut justifier une nouvelle étape. Le virage vers plus de services. Oui, mais ça, on le sait. Mon sentiment, c'est que c'est déjà bien connu. Et en bourse, ce qui est connu, c'est dans les cours. Bon, Hubert n'a pas l'air fan. Thomas, est-ce que vous êtes un peu plus motivé? Est-ce qu'on en met en portefeuille? On va dire pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi on n'en a pas. Et pourquoi on n'en aura pas pour l'instant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on est sur les thèmes
qu'on a traité dans Interaction au niveau macroéconomique en disant on est sur les gains de productivité, ça fait des gains de productivité conséquents pour les entreprises immédiatement, et donc ça nous intéresse, ça c'est pas mal. Les chiffres sont pas mal, un PE pas trop élevé, un price earning pas trop élevé. Alors PE, attendez. Séquence décryptage. Voilà, le price earning ratio, Hubert. C'est le taux de capitalisation des bénéfices. Une société qui gagne 10 euros, et si elle vaut 100, elle vaut 10 fois, ses bénéfices. Résultats. Voilà, et donc c'est un critère important en bourse, que suivent beaucoup les investisseurs. C'est un critère important, ça dépend des moments, mais en ce moment c'est un critère qu'on peut retenir, qui est assez intéressant. 11 fois les bénéfices 2015 estimés, ça peut être intéressant. En revanche, et on arrive sur on est sur une petite valeur, la capitalisation c'est je crois 260 ou 290 millions d'euros, quelque chose comme ça. Le rendement est intéressant, le dirigeant l'a très bien dit. Ceci dit, j'ai encore jamais vu un dirigeant ne pas recommander à l'achat son entreprise. Bah oui, c'est son job. C'est peut-être son job, mais ils ont toujours un momentum qui est différent de celui des marchés, qui s'intéressent à la prochaine étape. La croissance qu'on a connue je rappelle que c'est un titre qui a progressé de 100% en un an. Cette croissance, c'est parce qu'ils ont réussi le pari de passer du matériel au software. Désormais, on attend la next step, la prochaine étape, et c'est ce catalyseur-là qui nous permettra d'y aller. Très bien. Alors on a dans le portefeuille quelque chose qui est dans le secteur approchant, c'est Capgemini. Capgemini, oui, on l'a en portefeuille qui est en plus grosse taille, plus gros modèle. Taille et qui a pas des taux de capitalisation qui sont complètement aberrants l'un par rapport à l'autre, puisqu'on est sur 2015 avec un profil plus défensif. 13 fois plus défensif, plus international, plus américain. Aujourd'hui, quand même, être américain, c'est un truc qui est très important. C'est bien. Bon. On revient aux questions des internautes. Priorité aux internautes. Mireille, quelle est la performance du portefeuille depuis sa création? Alors, depuis sa création le 24 octobre... C'était il y a 15 jours. C'était il y a 15 jours. Le fonds progressait de 2,47% hier soir, contre un indice dividende réinvesti qui progressait de 2,34%. Donc la valeur liquidative, le prix de la part du fonds, était de 102,47 hier soir. Voilà pour Mireille. Jean-Louis, avec la concurrence des banques Internet, quel upside sur les réseaux bancaires classiques? Là, on vient au débat un peu sur les financières. Alors, il va probablement se passer pour les années qui viennent des surprises relativement agréables sur des banques qui vont nous annoncer qu'elles gagnent de l'argent. Elles vont continuer d'en gagner, puis elles vont continuer d'absorber les pertes qu'elles ont enregistrées en 2009 et quelques-unes qu'elles vont enregistrer avec la crise qu'on connaît. Donc, on aura toujours des bonnes surprises en termes d'exploitation et on aura toujours des mauvaises surprises en termes de bilan. On va quasiment avoir des valeurs défensives au travers de ces banques. Quand j'emprunte à 0,20 et que je prête à 4, même s'il y a un peu de casse, je gagne de l'argent. Voilà, exactement. Bon, on reprend le cours de cette rubrique avec vos idées, Hubert, vos suggestions. Alors, moi, j'ai regardé un peu Delhaize. Delhaize, donc, c'est un distributeur belge, mais qui n'est pas un distributeur belge. C'est le Carrefour belge, en fait. C'est le Carrefour belge, mais c'est surtout le Carrefour. C'est un distributeur américain. Les 2/3 du chiffre d'affaires, 75%, les 3/4 de l'IBIT. Alors, venir, comment jouer du dollar? Voilà. On a une valeur qui est belge, mais qui nous permet, alors sans levier, c'est pas un effet de levier. Quand vous êtes distributeur aux États-Unis, c'est vos bénéfices que vous avez. Vous ne produisez pas en euros pour vendre en dollars, mais vous rapatriez des profits quand même. C'est de la distribution. Certes, c'est une société européenne, mais c'est de la distribution aux États-Unis. Et une économie qui repart, américaine. Qu'est-ce que vous pensez de Delhaize, Thomas? Même motif, même punition. Un peu trop petit pour nous pour l'instant. C'est quoi la capite de Delhaize, la capitalisation? Je crois que c'est de l'ordre de 400 millions d'euros. Pour moi, c'est trop petit. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on pourrait aller sur ce titre aujourd'hui. C'est la malédiction du mode 3. C'est la malédiction je ne sais pas si c'est une malédiction, elle nous protège dans tous les cas. On l'a vu dans les replis où on faisait mieux que l'indice et dans les hausses où pour l'instant on fait un petit peu mieux que l'indice aussi. Donc il faut qu'on se tienne à notre logique. La capitalisation était puisqu'on vient de vérifier. Non, elle est très supérieure à ça. Donc elle est 10 fois cela. 5 milliards. Voilà, donc j'ai dit une énormité. Il faut le reconnaître aussi. C'est pas un bon argument. C'est pas un bon argument, donc je regarderai peut-être un peu plus Delhaize. Mais c'est ça un comité de gestion. C'est de la veille et ça n'a... Très bien, je regarderai. C'est une valeur qui, si elle a du chiffre d'affaires aux États-Unis, correspond à nos critères d'investissement. On fera notre devoir, on reviendra sur Delhaize la semaine prochaine pour articuler un peu plus. Dernier point, peut-être le luxe qui est un peu absent, le luxe qui est très dollar. On n'a aucune valeur de luxe. Qui est très dollar. Alors avec on va revoir ce portefeuille s'afficher. Le drapeau, c'est LVMH qui va distribuer en plus des actions Hermès, donc on n'est pas loin de 10% de rendement.
aggloméré avec des actions Hermès. Ce qui est vrai, c'est que là, on est sûr qu'on est en dollars, qu'on produit beaucoup en euros et qu'on vend beaucoup en dollars aux fameux nouveaux riches des pays qui n'est pas une population qui diminue. Pourquoi est-ce que, parce que, pardon, sur le groupe LVMH, ne nous trompons pas, ils vont être de plus en plus payés en yuan. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est du dollar donc aussi indirectement. Pas tout à fait. Pour le moment, mais pas toujours. On n'a pas une corrélation absolue. Il y a des moments où c'est le contraire. Et compte tenu des grosses masses en jeu en ce moment sur le yuan, l'euro et le dollar, il ne faut pas tout parier non plus complètement sur le dollar. Non, mais on peut en avoir, sachant que, comme on l'a déjà dit, puisqu'on a parlé quand on a constitué le portefeuille au départ, Essilor est aussi une valeur de luxe pour un certain nombre de populations. Mais là, on n'a pas de luxe au sens Gucci, LVMH, oui, au sens Hermès. LVMH, Hermès. Qu'est-ce que, Thomas, alors, le luxe? Trop cher. Trop cher. Pour moi, c'était trop cher et ça ne correspondait pas au mode actuel qui ne paye pas, franchement, sur les entreprises très cher. Bon, bah, voilà, je voulais juste ajouter quelque chose sur les titres qui ont beaucoup contribué cette semaine, parce qu'on a parlé de Santander et Crédit Agricole pour à la baisse. Oui, on a un titre qui s'appelle Veolia Environnement qui, mine de rien, s'est réveillé, qui gagne 6%, qui est un contributeur à la performance cette semaine de plus 0,14. C'est important. Qu'est-ce qui a déclenché cette accélération? Des perspectives conformes aux attentes, une amélioration des free cash flow, de la visibilité sur des entreprises qui sont quand même des entreprises de services aux collectivités, sur lesquelles pesaient toutes les menaces européennes de dépenses minorées pour ces secteurs-là et qui semblent s'en tirer pas mal. C'est presque l'inverse même. Et c'est plutôt une très bonne surprise. Ceci dit, ça faisait un moment qu'on attendait ces bonnes surprises. Et puis l'autre, on en a parlé, c'est Capgemini. Capgemini, 4,37 de hausse, des résultats conformes aux attentes, un chiffre d'affaires aux États-Unis qui est en train de croître et elle est en train de rattraper des entreprises sur lesquelles elle avait beaucoup de retard au point de vue des valeurs. Pour finir sur les défensives, mon sentiment, alors c'est mon sentiment, nous sommes très exposés sur EDF et sur GDF Suez. Alors, c'est des raisons de rapprochement du CAC 40, mais c'est peut-être pas celles qui ont le plus de potentiel dans la défensive. On le voit avec Veolia cette semaine. C'est exact, mais bon, pour l'instant, elles nous défendent comme son nom. Voilà, on est toujours dans la Donc on les garde. On va avoir ce débat encore quelques temps. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine, non? Oui, on peut rajouter juste sur le portefeuille dans sa globalité. Le portefeuille dans sa globalité, aujourd'hui, il a ce qu'on appelle un price earning ratio, que Hubert décrivait tout à l'heure, qui est pour les années 2014, 15, 16 estimées, un price earning à 12,7 contre 14 au CAC 40. Donc on est moins cher que le CAC, ce qui est relativement normal dans le contexte que j'ai décrit. Et en termes de rendement du dividende attendu, on a un rendement du dividende attendu 2014, 2015, 2016 de 5,14% sur les titres qui composent notre portefeuille et de 3,84 seulement sur le CAC 40. On a donc des rendements d'un côté, un prix moins élevé de l'autre, donc quelques résistances possibles en cas de baisse. C'est une bonne manière d'être investi dans le schéma actuel, puisque je vous rappelle que si vous investissez en obligations, vous avez plutôt entre 1 et 2% de rendement dans le meilleur des cas moyen, en étant sur un fonds de ce genre, sur notre fonds, sur Interaction, avec plus de 4% et un potentiel de valorisation qui n'existe pas forcément sur les marchés obligataires. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Pour ceux qui seraient désireux d'investir sur Interaction, ça reste la finalité. C'est encore compliqué, le référencement, ça prend un peu de temps à se propager sur les réseaux, on ne le trouve pas encore. Si vous tapez le code ISIN sur Boursorama ou sur votre broker préféré, donc ça va prendre du temps. Vous pouvez appeler votre intermédiaire, normalement il arrivera à la trouver, mais bon, voilà, ça commence et ça va se mettre en place. Et puis, toujours la même chose, soyez prudents parce que ça reste quelque chose de risqué. Ne pas oublier de lire les documents, le DICI, le prospectus complet pour bien comprendre les risques inhérents à ce type de placement. Je le répète, il y a un risque qui est associé. C'est risqué, investissement en bourse. Mais c'est pour ça qu'on essaye de vous donner quelques clés. Merci messieurs, merci à vous. Merci Mireille, merci Jean-Louis d'avoir participé. Merci aux autres de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure.